Nous arrivons à l'ultime conférence, la conférence de clôture de cette semaine de conférence internationale dédiée à la stratégie neutralité carbone dans l'immobilier et le bâtiment à horizon 2050. Nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Fournier, qui est directeur général adjoint de Saint-Gobain et également directeur général des régions Europe du Sud, incluant la France, Moyen-Orient et Afrique. Thierry, je vais vous présenter d'abord et puis ensuite introduire le thème de votre intervention. Juste cette conférence de clôture, on a eu 30 conférences cette semaine qui seront rediffusées en podcast, qui seront également éditées dans les annales de l'École des Ponts et qui donneront lieu à un travail pour chacune des interventions, des masteriens qui feront un Yearbook 2023 avec l'ensemble des synthèses de toutes ces présentations. Donc ce sera accessible bien sûr et tous les podcasts également accessibles. Alors Thierry, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et en même temps, avoir un diplômé de l'école polytechnique, mais aussi de l'école nationale des ponts et chaussées en tant qu'ingénieur pour un séminaire organisé par un master de l'école des ponts, ça fait sens. Et merci de clôturer cette séance. Alors vous avez commencé votre carrière comme fonctionnaire pendant 9 ans dans l'administration française avant de rejoindre Saint-Gobain en 2005. Vous avez été directeur général d'Isover et Gyproc en Russie, délégué général pour la CEI jusqu'en 2012. Ensuite, vous avez été nommé directeur général des produits pour la construction pour France, Benelux, Algérie de 2012 à 2014 et délégué général et directeur général des produits pour la construction pour l'Amérique du Sud de mai 2018 à décembre 2018. En janvier 2019, vous êtes nommé directeur général de toute la région Amérique latine et depuis le 1er juillet 2021, vous êtes directeur général région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la stratégie d'un industriel pour décarboner la construction, minimiser notre empreinte, maximiser notre impact. On a hâte de vous écouter. Libre choix, debout, assis sur l'estrade, je vous donne la zapette. Voilà. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est un gros challenge quand même de passer le dernier à 5 heures dans une salle où il fait bien chaud. Je vais essayer d'être le plus intéressant possible, et le plus court possible pour laisser du temps aux échanges entre nous. Bon, Frédéric, on se connaît depuis longtemps. Hein, on a traîné nos guêtres ensemble sur le marché français, notamment le marché des CMistes. Donc, je suis très content de participer à ce séminaire de l'École des Ponts. C'est la première fois que l'École des Ponts me propose de revenir partager l'expérience que j'ai pu accumuler depuis que je suis sorti de l'école. Donc, c'est un plaisir redoublé. Alors, on verra, vous me direz ça. Donc, le groupe Saint-Gobain, d'abord et avant tout, c'est une vieille maison, puisqu'on a été fondé par Louis XIV en 1665. À l'époque, il fallait construire le château de Versailles. Les Français n'avaient pas la technologie du verre plat. Et donc Louis XIV a créé la manufacture royale des glaces et a envoyé quelques mercenaires récupérer quelques savants italiens pour ramener le savoir-faire du verre en France. C'est la seule fois, première et dernière fois qu'on a volé une technologie. Mais on a commencé comme ça, voilà. Et donc les miroirs que vous voyez dans la galerie des glaces sont des miroirs de la manufacture royale des glaces, donc l'ancêtre de Saint-Gobain. Entre-temps, on a roulé notre boss. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent industriellement dans 75 pays, avec un peu moins de 170 000 salariés. Un grand nombre d'usines réparties un peu partout, plus de 800, et puis aussi beaucoup de points de vente, notamment en Europe et en particulier en France. Rien qu'en France, nous avons plus de 2000 points de vente sur tout le territoire. Il n'y a pas un chantier qui se passe en France à plus de 9 km d'un point de vente de Saint-Gobain, pour vous donner quelques références. On est leader mondial ou européen sur la plupart de nos marques, notamment pour ce qui concerne la construction, les 4 principales que j'ai remis sur cette planche. Et plus important encore, ce qui nous anime au quotidien, ce qui anime les 170 000 salariés du groupe, c'est l'envie, cette passion que nous avons tous, que nous partageons tous de vouloir changer le monde et de faire du monde un endroit meilleur. Making the world a better home. On a préféré garder ce phrasé anglais, parce qu'il n'y a pas de meilleure traduction que... on n'a pas trouvé une traduction parfaite en français, donc on a gardé cette raison d'être écrite en anglais, et cette raison d'être se traduit par une vision stratégique qui est d'être leader mondial de la construction légère et durable.
Voilà. Et le monde fait face à 3 défis monstrueux. Hein, et comme vous le savez tous, la maison brûle. Ces 3 défis sont la nécessité impérieuse, urgente de décarboner l'économie, quelle qu'elle soit, et en particulier le monde de la construction. Deuxièmement, de préserver les ressources naturelles de notre planète. Comme vous le savez, à peu près aux alentours de mi-juillet, nous avons consommé l'intégralité des ressources que la planète est capable de produire en une année, et cette date s'avance d'année en année. C'est juste insoutenable. Et le troisième challenge, c'est l'urbanisation, hein, et la nécessité de loger une population toujours croissante. Ces 3 challenges sont réellement monstrueux, mais ils sont une opportunité pour un groupe comme nous, et surtout un devoir de participer, de relever ces challenges, de par le fait que nous sommes clairement positionnés sur la construction neuve et sur la rénovation. La construction, c'est 40% des émissions de CO2, vous le savez tous, un petit tiers lié à la construction même et 2 tiers liés à l'exploitation des bâtiments jusqu'à la fin de leur vie. Et nous avons des réponses pour décarboner 60, 65, 70% de ces émissions-là, à la fois sur la construction et sur la rénovation, et c'est ce que je vais vous montrer derrière. Et ces sujets de décarbonation sont effectivement des sujets qui nécessitent beaucoup d'investissements, mais ces investissements sont de plus en plus rentables, de par le fait que, 1, le coût de l'énergie augmente, et je peux vous dire qu'ils resteront élevés au moins toute l'année 2023 jusqu'au sortir de l'hiver 2024. C'est une certitude en ce qui concerne l'Europe, ne rêvons pas. Donc c'est vrai pour le prix du gaz, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai aussi pour le CO2, hein, qui se renchérit de mois en mois depuis plusieurs années. Et les marchés financiers aujourd'hui scrutent des groupes cotés comme le nôtre en ce qui concerne notre politique RSE, nos investissements et la mobilisation des ressources que nous mettons autour de tous ces sujets-là. La notation, hein, le rating des boîtes cotées aujourd'hui dépend de plus en plus de ces questions-là. Donc, ces investissements sont de plus en plus nécessaires, de plus en plus regardés et de plus en plus rentables quelque part, compte tenu du renchérissement des prix de l'énergie. Alors, si j'arrive à le faire marcher, voilà. Les clients et les pouvoirs publics sont de plus en plus demandeurs. Au sortir de la crise du Covid, vous avez probablement pu noter un fleurissement de plans de relance qui au niveau européen, qui en France, qui en Espagne, qui en Italie, qui au Portugal, que sais-je, en Italie avec leurs éco-bonus. Et tous les pays, on va dire 70% du PIB mondial s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050. 70% du PIB mondial. Donc on sait qu'il faut y aller, on y va tous. Et la rénovation, évidemment, est au cœur de tous ces sujets en ce qui concerne la construction. Et le taux de croissance du marché de la rénovation va doubler d'ici à 2030. Les normes de la construction accompagnent ce mouvement, puisque certes, il faut rénover. J'ai oublié de vous dire que 80% du parc qui existera en 2050 est déjà construit aujourd'hui. Donc la rénovation est un must absolu. Et donc, mais pour le 20% restant, c'est des bâtiments qui restent à construire. Les normes sont de plus en plus astringentes et de plus en plus contraignantes. Vous connaissez tous l'ARE 2020, l'ARE 2020, pardon, le Fit for 55 pour ce qui est de l'Europe. Mais on a des plans, un alourdissement des normes et des réglementations concernant la construction neuve partout dans le monde. Et enfin, l'usage des bâtiments se transforme. Depuis le Covid, on apprend à travailler chez soi. Les jeunes générations ont de plus en plus envie de liberté, de flexibilité. Donc l'usage des bâtiments en lui-même change et on est de plus en plus chez soi. Donc encore une fois, ce sont trois tendances de fond. Les plans de relance avec une mobilisation de ressources massive sur la rénovation, des normes constructives qui imposent des standards de plus en plus astringents, et des clients finaux qui sont de plus en plus demandeurs de confort, de performance et de neutralité carbone. En ce qui nous concerne, Saint-Gobain, on s'est réorganisé en conséquence en 2019, au 1er janvier 2019, où on est passé d'une organisation par métier. Donc on avait une division isolation mondiale, une division plaque de plate mondiale, une division mortier mondiale. On a tout changé, on a tout cassé, et on s'est réorganisé au plus proche du terrain. Et l'unité de commandement aujourd'hui, c'est le pays. Parce que c'est dans un pays, sur un territoire donné, que les normes s'appliquent, que les clients
exige une typologie de construction particulière, que les normes constructives sont spécifiques, que les attentes du marché sont donc particulières et que les problématiques énergétiques sont spécifiques. Donc aujourd'hui, l'unité de commandement chez nous, c'est le pays. Et on a regroupé les pays en grappes. Et moi, j'ai en charge une grosse grappe de Saint-Gobain. En l'occurrence, c'est un tiers du groupe en termes de chiffre d'affaires. Pour résumer tout ça, en ce qui concerne la stratégie d'un industriel face à la décarbonation, nous avons deux enjeux. Le premier est de maximiser notre impact tout en minimisant notre impact. Et ça, c'est le deuxième enjeu. Donc on travaille sur ces deux leviers, sachant que la plupart de nos solutions, une fois installées, permettent d'économiser de l'énergie. Donc certes, il faut en minimiser la consommation, et les émissions de CO2 qui vont avec, au moment où on produit ces matériaux, et les utiliser le plus massivement possible pour permettre un évitement de consommation et d'émissions. Alors, je vais commencer par la maximisation de notre impact, pour vous parler spécifiquement de la rénovation. Vous entendez parler de la rénovation globale depuis des années, tout le monde en parle. En réalité, ça reste encore un micro-phénomène, un épiphénomène. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon chef, pas plus tard que lundi, ici même, à Batimat, a plaidé pour un plan Marshall de la rénovation. Il faut arrêter d'en parler, il faut passer aux actes. Pour vous donner quelques chiffres, il faut, pour atteindre les objectifs de la France fixés par la COP21, rénover 700 000 logements par an, en rénovation globale. Cette année, on en est à peu près à 350 000 en cumul à fin août, je n'ai pas les derniers chiffres de fin septembre, et sur ces 350 000, seulement 5% sont réalisés en rénovation globale. Quelle est la différence entre une rénovation globale et une rénovation par morceaux ? Une rénovation par morceau très typique aujourd'hui, 70% des rénovations de 2022, c'est le changement de système de chaudière, passer une chaudière au fioul ou je sais pas quoi à une PAC, une pompe à chaleur. C'est très bien tout ça. Les pompes à chaleur ont effectivement un intérêt clair et évident, sauf que ce n'est pas suffisant. Mettre une pompe à chaleur à la place d'un système de fioul sans traiter l'enveloppe, c'est comme mettre la clim dans une voiture avec les vitres ouvertes en plein été. Ça ne sert à rien, ou pas à grand-chose. En réalité, ce qui compte, c'est de faire les deux. Il faut rénover l'enveloppe et il faut rénover le système de chauffage avec des technologies modernes, type pompe à chaleur, mais il y en a d'autres. Je ne suis pas ni contre ni pour la pompe à chaleur, je dis juste que si on ne traite pas l'enveloppe, on n'y arrive pas. Et Saint-Gobain, en l'occurrence, au travers de toutes ces marques industrielles et au travers de sa distribution extrêmement performante, distribution professionnelle, a toutes les cartes en main pour offrir sur un plateau, à n'importe quel particulier, une rénovation complète de son logement. Et on peut la faire en une fois, on peut la faire par morceaux. Une rénovation globale n'a pas besoin d'être faite en une seule fois. Vous pouvez très bien imaginer, dans le cadre d'un projet global, la première année, changer les ouvrants, les fenêtres, passer en double vitrage typiquement. La deuxième année, faire l'isolation par l'extérieur avec des solutions ITE. La troisième année, mettre de la laine à souffler dans les combles. La quatrième, mettre d'une pompe à chaleur pour virer votre chaudière au fioul dépassée technologiquement. C'est tout à fait possible de le faire en séquence comme ça, à condition d'avoir étudié le projet dans sa globalité. Cet exemple-là est un exemple réel. C'est une maison à Nantes, un couple qui avait besoin de rénover sa maison, une catégorie G, je crois, en termes de performance énergétique. Ils en avaient ras-le-bol de payer une fortune en facture d'énergie. C'est comme ça qu'ils sont venus nous voir. Ils sont allés voir Point P en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Et là, on a mobilisé tous les efforts de Saint-Gobain, toutes les marques industrielles, pour leur offrir en séquence des réponses à tout. L'enveloppe, en toiture, enveloppe extérieure, les ouvrants. On a rajouté toute une gamme, toute une palette de solutions de confort. Il ne s'agit pas uniquement de raisonner en rénovation performance énergétique. On demande de plus en plus de l'acoustique, de la qualité de l'air intérieur, de tout ça. Dans le cadre d'un projet de rénovation globale, vous pouvez. Donc là, on l'a fait, les chiffres que vous voyez sont les chiffres réels. Mais ça n'est qu'un cas isolé. Des opérations comme ça, on en a plein et on est capable de le faire de manière démultipliée partout. Donc ça, c'est clairement le premier levier d'impact que nous avons au travers de notre offre technique, de nos compétences d'engineering et de notre présence en distribution et logistique pour subvenir aux besoins des artisans, qu'on aura par ailleurs formés à tout ça pour réaliser les chantiers. Ce n'est pas assez. Rénover, c'est très bien avec les technologies actuelles, mais il faut aller au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'imaginer des solutions innovantes qui seront encore moins consommatrices de CO2 pour être produites et encore plus performantes dans leur utilisation. Typiquement, les bétons bas carbone. La France est un pays de béton, c'est historique, on le sait.
quand vous regardez les consommations de béton par habitant en France, de ciment par habitant en France, on est largement au-dessus des normes internationales. C'est comme ça, c'est historique. On construit avec du béton en France. Et ben, donc, on peut très bien imaginer de se dire, changeons ça, passons à de la construction bois. C'est très bien, il y a une place pour la construction bois, sauf qu'on ne changera pas du jour au lendemain une culture centenaire de construction avec des matériaux lourds type ciment. Donc, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de dire, OK, c'est un fait, on va offrir des bétons bas carbone, voire zéro carbone. Okay, c'est pour ça qu'on a acheté Chryso, un fleuron de l'industrie des adjuvants au niveau mondial, et qu'on vient de racheter, on a fait le closing la semaine dernière, GCP, son pendant pour la partie asiatique et la partie américaine, nord-américaine, pour devenir un leader de la chimie de la construction, pour œuvrer à la décarbonation de la construction, notamment des bétons. Là, ce que vous voyez là, c'est un exemple que nous avons co-développé avec Bouygues pour réaliser un béton d'argile décarboné avec zéro clinker. Et ça marche. Donc ça, c'est de l'innovation. Le deuxième sujet, c'est la façade. Moi, je suis un fervent convaincu qu'il y a un énorme potentiel de décarbonation et d'amélioration de la performance et du confort au travers de la façade, et de la façade légère en particulier. Donc j'ai créé chez Saint-Gobain une division, une business unit dédiée à la façade qui regroupe toutes les solutions du groupe, les solutions historiques type ITE que vous connaissez tous, jusqu'à des solutions à des systèmes ossature métal ou ossature bois très légères et ultra bien pensées pour être à très bas contenu de CO2, très facile à installer, minimisant les espaces, gagnant en productivité et en qualité d'installation. Donc la construction légère, et notamment sur la façade, est un enjeu clé pour le marché français de mon point de vue. Enfin, le troisième levier sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est de trouver des systèmes constructifs encore plus innovants. Alors, j'ai fait exprès de mettre la construction en terre. On en parle beaucoup, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, j'ai grandi en Afrique. J'ai passé 15 ans de ma vie en Afrique. La construction en terre, on connaît depuis quelques centaines d'années quand même. Vous prenez de l'argile, vous mélangez avec un peu de paille et vous faites une hutte qui fonctionne très très bien parce qu'il y a du confort thermique d'été. Vous avez une inertie thermique très bonne avec la terre. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce système-là? C'est en gros de résoudre 3 problèmes en un. Le premier, résoudre le problème des terres d'excavation. On ne sait pas quoi en faire aujourd'hui en France. D'ailleurs, dans nos carrières de gypse, on recueille des terres d'excavation du Grand Paris parce qu'ils ne savent pas où le mettre. Ce soi-disant déchet, qui n'en est pas un. Donc nous, avec ce système, on va réutiliser ces terres d'excavation avec des adjuvantations particulières, des formulations particulières, pour ensuite offrir un système très facile et très léger d'emploi. C'est le deuxième point très important qu'il faut avoir en tête. Et le troisième, qui donne un confort d'été excellent. Voilà. Donc, en gros, la rénovation d'un côté et des systèmes constructifs, j'en ai pris que quelques-uns, il y en a plein d'autres, sur lesquels on travaille pour aller au-delà en termes de productivité et de confort de pose, mais aussi de performance et de contenu carbone. Ça, c'est pour la partie industrielle. Nous avons une distribution extrêmement puissante. La distribution de Saint-Gobain en France, c'est globalement 8 à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, 2000 points de vente. C'est 18 000 commerciaux qui, tous les jours, sont en contact des 400 000 artisans que nous avons en compte sur les 450 000 artisans que compte la France. On touche 85% de la population d'artisans en France. Donc on a un devoir d'évangélisation et de pédagogie, bien entendu, pour leur apporter des solutions nouvelles, les éduquer aux nouvelles technologies, les inviter à tester des nouveaux trucs. Et donc c'est tout ce qui est à droite. Travailler avec nos artisans à les faire intégrer ces problématiques de décarbonation, de développement durable, de circularité, de tout ça. Mais on a aussi un levier extraordinaire vis-à-vis des fournisseurs. La plupart des industriels de la construction sont fournisseurs de Point P, de la plateforme du bâtiment, de DAI, de PUM, de l'Asturienne, de DMBP, d'Hispano, etc., de toutes nos enseignes. Et donc, vis-à-vis de ces fournisseurs, on a, dans un premier temps, un devoir d'information et d'évangélisation. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'expliquer à qui veut bien continuer à travailler avec nous qu'il va falloir nous accompagner sur la décarbonation. Parce que quand Saint-Gobain dit qu'il sera neutre en carbone en 2050, c'est y compris tout ce qu'on achète et tout ce qu'on revend par notre distribution. Et donc la première des choses qu'on demande à nos fournisseurs, y compris les fournisseurs internes du groupe, les Placo, les Isover et les Weber, c'est de donner l'information sur le contenu carbone des produits. Donc si dans la salle vous êtes fournisseur de Saint-Gobain, sachez que c'est une exigence qu'on demande aujourd'hui
Dites-nous quel est le contenu embarqué de vos solutions. Ce n'est pas juste parce que c'est socialement bénéfique et environnementalement bénéfique pour la planète, c'est aussi parce que les grands clients le demandent. Moi, quand je rencontre la patronne de Nexity, le patron de Gessina ou d'ICAD, il me dit, c'est quoi le contenu en carbone par mètre carré construit que je peux atteindre avec les solutions de Saint-Gobain? C'est ça la question, la première question qu'on me pose, c'est celle-là. Donc si je ne sais pas le contenu carbone de ce que je mets, des composants système que je mets dans le système que je vends, j'y arriverai pas. Donc c'est la première des choses, premier niveau, dites-nous combien vous avez de CO2 dans vos trucs. Et ensuite, dites-nous comment vous allez faire pour réduire ce contenu progressivement, quel est votre plan d'action, et on va vous suivre. Et on va vous suivre régulièrement, avec une fréquence à adapter, et on va marquer avec un petit label. Alors soit ça sera un label standardisé français, et si ça n'existe pas, on va l'inventer nous-mêmes, pour dire voilà, ce produit il est vert en contenu carbone, celui-là il est rouge, avec toute la graduation que vous voulez. Et le client final, au travers de leurs artisans, pourra décider de ce qu'il veut acheter selon le contenu carbone qu'il y a dedans. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme nous, on a dit qu'on serait neutre en carbone, à terme, on n'aura que des fournisseurs neutres en carbone aussi. Ça veut dire qu'au niveau du référencement, il y aura un moment où on basculera de la pédagogie et de la discussion amicale à du référencement un peu plus dur. Voilà. Et puis, bien sûr, au travers de la distribution, on a la possibilité de packager un ensemble de solutions qui va bien au-delà de ce que le groupe fabrique. Puisqu'encore une fois, on travaille au travers de toutes nos enseignes, avec toutes les marques industrielles. Voilà pour ce qui est de la maximisation de notre impact. La réno, les systèmes innovants, l'entraînement de toute la chaîne au travers de la distribution. Maintenant, minimiser notre empreinte. Et ça, je reviens avec ma casquette d'ingénieur pour vous parler process dans le détail. On s'est engagé à la neutralité carbone avec une première étape en 2030, à savoir de réduire d'un tiers nos émissions de CO2, scope 1 et 2. J'espère que vous êtes familier avec ça. Scope 1 et 2, c'est la production pure, process, et le scope 2, c'est l'électricité qu'on consomme en particulier. Le scope 3, c'est tout le reste, les matières premières, le transport amont, aval, plus tout un tas d'autres détails. Donc 33% sur le scope 1 et 2 et 16% sur le scope 3. On y est, on est plutôt en bonne voie, puisqu'en 2021, on avait déjà réduit de quasiment un quart nos émissions par rapport à 2017. Le problème, c'est qu'on fait les choses simples au début. Ce qu'on appelle les low hanging fruits en anglais. On cueille les fruits qui sont apportés. Truc très simple. Plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Donc j'essaie de vous donner, de vous illustrer en quoi le défi auquel on est confronté est important. Le premier, c'est que je vous ai dit que les marchés sont croissants, la rénovation va monter, la construction neuve de par l'urbanisation va monter aussi, donc les volumes vont monter. Et donc plus les volumes montent, plus les émissions montent, à ISO émissions unitaires, on va dire. Donc rien que ça, d'ici à 2030, c'est 20% d'émissions de CO2 de plus pour le groupe. Et donc, on travaille sur 4 leviers pour atteindre notre premier palier d'objectif à 2030. Le premier, c'est de travailler la formulation des produits, faire des produits plus légers et de le faire de manière plus efficace. Ensuite, le deuxième levier, c'est de travailler nos procédés industriels. J'y reviendrai, je vous montrerai des exemples. Le troisième, c'est d'innover, trouver des nouvelles formulations, des nouveaux produits qui n'existent pas encore. Et le quatrième, et c'est le plus simple, c'est d'acheter de l'énergie verte. Ça, c'est facile. On est déjà en train de le faire. Je commence par le premier. Les produits légers. Je prends une plaque de plâtre toute bête, une BA13. Historiquement, en 2010, le poids moyen en France était 8,5 kg. Okay. Aujourd'hui, on est capable de tomber sans problème en dessous de 8 kg. On peut encore progresser, on est capable d'aller facilement jusqu'à 6. Ça, c'est un moyen relativement simple de faire une progression incrémentale. On est en train de le faire, vous le voyez. Pareil sur la laine de verre. On est en train d'innover sur nos procédés pour faire à isoperformance une laine de verre à peu près à 10% plus légère, avec donc 10% moins de contenu en matière première. Mécaniquement, 10% d'émissions en moins. C'est aussi simple que ça. On est aussi capable de le faire dans les mortiers et dans plein d'autres métiers du groupe. Donc ça, c'est l'allègement. La reformulation, c'est aussi un autre levier. Changer une matière première par une autre. Ou réduire tel ou tel composant en augmentant tel ou tel autre, avec moins de contenu carbone. Donc reformulation, allègement. Le deuxième levier en termes de réduction du contenu carbone embarqué, c'est la circularité, le recyclage, évidemment. Donc sur le recyclage, on est en train de mettre le paquet, si je puis me permettre l'expression. Je prends l'exemple de l'isolation. On est le seul industriel à avoir un outil dédié à la
préparation ou au recyclage des laines de déconstruction du bâtiment. En gros, quand vous démolissez un bâtiment, la laine de verre, elle est polluée par tout un tas de trucs, des gravats, des métaux, des céramiques. Et vous ne pouvez pas réinjecter cette laine dans un four verrier, c'est pas possible. Vous flinguez le four en 6 mois. C'est juste pas possible. Donc il faut préparer cette matière pour qu'elle puisse être réinjectée dans les fours. On a ce qu'on appelle un four oxymelt à orange, où on brûle dans une espèce de grosse cocotte, on brûle ces laines et tous les matériaux qui vont avec, on les sépare, on sépare la partie vert de tout le reste, on refait du calcin, et ce calcin il est propre, et celui-là on le réinjecte dans le four. On est en train de faire une cocotte V2, je simplifie, à Chemillé, c'est pas 10 millions d'euros qu'on investit, c'est 12, l'inflation est passée par là, hein, pour faire un four beaucoup plus gros qui va nous permettre de recycler jusqu'à 20 000 tonnes de laine de déconstruction. C'est un énorme prototype, on l'a fait dans un sorte de recherche, ça marche, maintenant on le fait à échelle industrielle. Si ça marche, on le dupliquera sur la plupart de nos sites industriels en Europe. Ça, c'est l'exemple de la laine de verre. Dans le gypse, depuis 15 ans, on sait recycler la plaque de plâtre. Le gypse est recyclable à l'infini. Le problème, c'est quand vous déconstruisez une plaque, vous avez un peu de tout dessus, et notamment du papier. Donc il faut séparer le papier du gypse, séparer si possible le silicone avec, récupérer le gypse pur et réinjecter dans le process. Moi, je me rappelle, quand j'étais en charge de la France, on dépassait péniblement les 20% de réinjection de recyclat, on va le dire comme ça, dans le procédé, et sur une seule usine en plus, sur les 3 chaînes qu'on a en Europe, enfin en France, pardon. Là, on vient de lancer une plaque avec 50% de taux de recyclat. Hein, c'est la plaque Placo Infini, je vous propose de l'essayer au plus vite. C'est un contenu carbone évidemment divisé par 2. C'est une plaque merveilleuse, très légère, très facile à poser. Si vous voulez plus de détails, je vous les donnerai à la pause. Et puis dans le verre plat, là aussi c'est pareil. Le calcin, on le récupère depuis très longtemps, donc le verre usagé de bouteille ou de verre de déconstruction. C'est pas si facile que ça en fait, parce que là pour le coup, le procédé verrier est très sensible aux polluants, et typiquement les polluants céramiques. Et donc la séparation du grain de l'ivraie est très important à bien réaliser proprement. Et enfin, dernier sujet, celui-là est très important. Dans un certain nombre de formulations, notamment pour fabriquer du verre, on met des matières premières qui contiennent du C et de l'O2, du C et du O. Et c'est dans le cadre de la transformation de ces matières premières que du CO2 est libéré. Donc comment enlever le carbone de certaines matières premières? Typiquement, le calcaire, c'est du CaCO3. Il y a un C dedans. Est-ce qu'on peut remplacer le calcaire par autre chose et continuer à faire du bon verre? La réponse est oui. On a trouvé. Donc, je n'ai pas mis le nom de la matière première parce que vous imaginez bien que c'est relativement confidentiel, mais on a trouvé. On sait faire du verre avec en substituant l'intégralité du calcaire par une autre matière première. Voilà. Juste pour vous donner cet exemple-là. Deuxième levier, après la reformulation et l'allègement des produits, les procédés industriels. La fabrication d'une plaque de plâtre, c'est bête comme chou. Vous prenez du gypse naturel, qui est un cristal, tout simple. Vous le chauffez pour le faire évaporer l'eau. Il change de forme cristalline. Ensuite, vous allez me dire qu'on est débile, on rajoute de l'eau pour que les cristaux se réarrangent. Et ensuite, on fait une plaque. Ensuite, on met ça dans un sécheur pour enlever à nouveau l'eau. Donc en fait, on fait juste que mettre, enlever de l'eau, mettre, enlever de l'eau, mettre, enlever de l'eau. Je la fais simple. Donc plus on met de l'eau, plus il faut mettre de l'énergie pour la faire évaporer. C'est bête à comprendre, mais c'est ça. Donc comment on fait pour mettre moins d'eau? Donc on travaille là-dessus pour réduire régulièrement, année après année, le taux de gâchage, la quantité d'eau qu'on met dans nos formulations pour consommer le moins d'énergie possible pour la faire évaporer une fois la recristallisation du gypse réalisée. Typiquement, c'est ce qu'on fait. Dans le vitrage, les fours, ils sont à 1500, 1550 degrés dans la partie flotte et la partie four pur, alors qu'à l'extérieur, il fait 20 degrés. Donc vous imaginez bien qu'il y a des fuites thermiques partout. Donc rien que colmater ces fuites, ça permet de gagner 5, 6, 7, 8% d'efficacité énergétique. Donc on y travaille, c'est pas si simple, ça paraît simple à dire comme ça, mais c'est compliqué à faire. Donc l'étanchéification de nos fours est un levier simple que nous sommes en train d'armer. Ça ne suffira pas, donc en termes de procédés, il faut imaginer les procédés de demain. Aujourd'hui, notamment dans le verre plat, on ne sait pas fabriquer du verre autrement qu'avec du gaz naturel. On sait faire de la laine de verre avec de l'électrique, on ne sait pas faire du verre plat avec de l'électrique. Donc on y travaille. D'abord avec des technologies hybrides, c'est-à-dire en gros passer avec du boosting électrique, ou du complément électrique en plus du gaz. On a aujourd'hui des solutions qui nous permettent d'aller jusqu'à 20% de substitution du gaz par l'électricité. En 2027, on va construire un four
pilote qui va nous permettre de travailler à 70% en électrique. C'est une première étape. Et dans le même temps, on travaille en R&D à inventer des technologies à base d'hydrogène. Alors l'hydrogène, on regarde. Je vais être tout à fait franc avec vous. Si aujourd'hui, on voulait on voulait avoir un float qui fonctionne à l'hydrogène, on consommerait l'intégralité de la production française d'hydrogène juste sur ce float en un mois. Bon, ça veut dire que l'hydrogène, ce n'est pas encore demain que ça va être la solution miracle. Technologiquement, c'est compliqué, que la thermodynamique d'une flamme à l'hydrogène, ce n'est pas la même que la thermodynamique d'une flamme à gaz ou en complément électrique. Ça veut dire que ça nécessite de revoir toutes les céramiques qui composent le four, ça nécessite de revoir les formulations, ça nécessite de revoir la circulation des fluides, liquides et air dans les flottes. C'est ultra compliqué. C'est de la thermodynamique ultra compliquée. Donc on va faire un premier four pilote en 2023 à Herzogenrath, un petit four en hydrogène, pour éventuellement en 2025, quand je reconstruis le four d'Avilés en Espagne, passer à une technologie hybride dans un premier temps. Donc voilà, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est comme John Fitzgerald Kennedy en 1963, quand il dit « Avant la fin de la décennie, on ira sur la Lune. On ne sait pas comment, mais on va y arriver. » Nous, c'est pareil. En 2050, on aura neutralisé carbone, le verre plat. On n'a pas la technologie aujourd'hui, mais on va y arriver. On sait faire des usines zéro carbone déjà, notamment dans le gypse. On a 2 usines que nous sommes en train d'ouvrir. Donc une à Fredrikstad en Norvège. Pourquoi on a choisi la Norvège pour faire notre première usine zéro carbone? C'est très simple. C'est que vous avez de l'hydroélectricité qui est par définition décarbonée. Et on a mis tous les procédés de production en électrique, de la calcination du gypse à l'étuve du gypse, toute la partie alimentation électrique. Toute l'usine est électrique, et donc électricité verte. Donc c'est une production neutre en carbone sur Fredrikstad. Et donc ça, Fredrikstad, c'est 30 millions d'euros d'investissement. On vient de lancer un investissement à Montréal, 90 millions de dollars, pour faire une autre ligne décarbonée au Canada. Évidemment, ça va marcher, on le sait. Et donc derrière, on convertira la plupart de nos unités avec ce genre de procédé. Il n'y a pas que l'hydroélectricité, on peut être créatif selon l'endroit où on est. Je vous ai mis à droite ce qu'on est en train de faire en Inde. En Inde, l'électricité n'est pas décarbonée, elle est issue du charbon. Il y a un tout petit peu d'hydroélectricité, mais elle est peu accessible et pas stable. Donc on s'est dit comment on peut faire pour avoir une énergie décarbonée. On a inventé un procédé, donc en gros on va brûler les écorces de riz, qui sont très présentes, pour faire tourner des chaudières qui vont produire de l'électricité verte, par définition, pour alimenter notre procédé. Ça, c'est un investissement de je ne sais plus combien on a mis là-dedans. J'ai enlevé le chiffre, mais je crois que c'est 27 millions qu'on met en Inde pour ça. Voilà. Donc typiquement, on s'est adapté à la situation locale pour trouver une solution qui réponde à nos enjeux avec des technologies adaptées. Dans l'isolation maintenant, et vous voyez des X, des Y, des Z, parce que c'est une présentation qu'on a montrée au board de Saint-Gobain. Je ne vais pas vous dire où on va faire tout ça pour des raisons de confidentialité. Mais en gros, l'idée, c'est que dans l'isolation, on sait faire de la fusion en électrique. Donc on sait la décarboner. Typiquement, c'est ce qu'on a en France. Nos 3 usines verrières françaises sont décarbonées, 100% en fusion. On sait étuver, c'est-à-dire cuire la laine de verre une fois qu'on a mis les adjuvants en électrique, ça on sait faire. En revanche, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est le fibrage. C'est fabriquer des fibres de verre avec autre chose que du gaz. Donc on a 2 projets de R&D importants. J'ai décidé de mettre 10 millions d'euros de plus par an pendant 5 ans au moins, sur des technologies innovantes de fibrage, soit l'hydrogène, j'ai une équipe qui bosse sur l'hydrogène, et une autre équipe qui bosse sur l'électrique. Faire du fibrage électrique ou du fibrage hydrogène. Mais on est encore en phase de R&D. Et donc pour là-dessus, de la fusion, je sais faire, et l'étuvage, je sais faire, donc on convertit la plupart des usines là-dessus. En revanche, le fibrage, c'est encore de la R&D. Et ensuite, je vous ai dit, le 4e levier, c'est d'aller vers des énergies vertes, donc acheter d'électricité pas chère. Donc là, c'est des contrats avec des énergéticiens, des fabricants de fermes photovoltaïques, des fournisseurs d'énergie hydroélectrique, que sais-je. En 2017, on avait 5% de notre électricité qui était verte au niveau du groupe. En 2030, on sera à 60%. On est en train de signer un gros partenariat en Espagne qui va nous permettre de passer la moitié de notre énergie en énergie verte. On vient de signer aussi un gros partenariat aux États-Unis dans la même lignée. Et on va continuer. Ce faisant, d'ici à 2030, on aura décarboné 72% de notre scope 2, rien qu'avec ça. Mais c'est une course, parce que tout le monde la veut, cette énergie verte. Donc il faut le faire tout de suite, et puis il faut essayer de sécuriser dans la durée tout ça.
Donc, ce n'est pas si simple que ça. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis, ça ne va pas se passer comme j'ai dit. Il y aura des surprises, on va découvrir des trucs qui ne marchent pas, ou on va prendre du retard. On a identifié globalement où étaient nos opportunités d'aller plus vite. Typiquement, acheter plus d'énergie verte, ça c'est facile, enfin plus facile, il suffit juste d'en trouver. Ça peut nous permettre d'accélérer, on peut baisser encore un peu plus nos émissions, enfin notre contenu CO2, mettre plus d'argent sur la table, aller plus vite sur l'investissement. On a prévu de mettre 100-150 millions d'euros par an pour la décarbonation. S'il faut, on peut en mettre 300 millions, on irait plus vite. Ou on peut aussi vendre des business qui sont trop CO2 intensifs. Typiquement, on a vendu un business de carbure de silicium. Le carbure de silicium, c'est du SiC. Vous prenez de la silice et du carbone, vous faites un tas, vous chauffez à 2000 degrés cette montagne pendant 14 jours, les cristaux se réarrangent, au bout de 14 jours, vous éteignez, vous enlevez le tas qui n'a pas brûlé, et puis vous avez autour de l'électrode 1 mètre de carbure de silicium qui s'est constitué. Donc ça émet du CO2, je peux vous garantir, énormément. Donc on a vendu ce business pour ça, typiquement. Mais on va continuer à faire des acquisitions. Donc les acquisitions, par définition, vont augmenter nos émissions par le périmètre. Donc ça, c'est un effet négatif pour le coup, ça va émettre plus de CO2, donc il va falloir compenser. On peut aussi avoir un problème pour sécuriser notre énergie verte parce qu'elle ne sera peut-être pas assez disponible, d'autres les auront payées à plus cher, etc. Et enfin, je ne sais plus ce que j'ai mis là-bas, le retard dans nos programmes d'innovation qui peut nous permettre de ne pas atteindre nos objectifs, etc. Donc, quand on regarde les opportunités d'aller plus vite, elles sont globalement équivalentes au risque de ne pas aller assez vite. Voilà. Le scope 3 maintenant. Je vous ai dit que le scope 1 et 2, c'était le process, les produits, tout ça, très bien. Mais le scope 3, c'est la majorité de nos émissions. C'est 75% des émissions du groupe. 30 millions de tonnes, scope 3. 30 millions. Je ne l'ai pas écrit pour des raisons de... Mais je vous le dis, c'est 30 millions de tonnes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut s'attaquer au plus vite à la chaîne des fournisseurs, j'en ai déjà parlé, achat de biens et services. Mais il faut aussi s'attaquer au sujet de transport. Pour la partie des fournisseurs, je crois vous l'avoir déjà dit, on va déjà mesurer, on va leur demander de nous dire combien ils nous embarquent de CO2 dans ce qu'ils nous vendent. On va les inciter à l'action, dans un premier temps, et si nécessaire, les forcer un peu plus. J'ai déjà expliqué. Et puis pour la partie transport, c'est simple, c'est optimiser les kilomètres transportés, trouver des matières premières au plus proche des usines, fabriquer au plus proche des lieux de vente, et ensuite utiliser des véhicules ou des modes de transport les plus verts possibles, du GNL, de la péniche. À Paris, on livre les Jeux Olympiques, enfin le site des Jeux Olympiques, avec des barges de point P, complètement neutres en carbone, et on complète avec du GNL, enfin des camions qui fonctionnent au GNL pour livrer au dernier kilomètre, typiquement. Voilà, ça on le fait, on peut le faire au niveau mondial. Je crois que j'arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Mon sujet principal, au-delà des procédés, de la logistique, l'entraînement de la chaîne des fournisseurs, etc., c'est fournir des offres vertes, les produits les plus verts possibles et pouvoir le démontrer. On a lancé cette année, même à Glasstec, c'était il y a 15 jours, la première gamme de verre plat à moins 40% de CO2 embarqué. Et en réalité, ça faisait suite à la première mondiale qu'on a réalisée dans notre usine de Aniche, dans le nord de la France, où on a fabriqué du verre zéro carbone. On a réussi à le faire. Donc on sait le faire, donc à 40% de moins, on sait le faire de manière industrielle. On a lancé cette gamme qu'on appelle Auréa, un grand succès. Tout ce qu'on a produit est déjà vendu, et plus encore. Donc on est en train de courir derrière le succès du truc. On vient de lancer la plaque Infini dont je vous parlais tout à l'heure de Placo. On a lancé des isolants à base de coton. On est très présent dans la fibre de bois. On a lancé une offre éco-engagée mortier avec très peu de contenu CO2. On travaille aussi, parce qu'on est dans l'automobile, à des vitrages automobiles qui soient les plus légers possibles. Le poids est l'ennemi de la consommation pour les véhicules automobiles. On est dans l'électrique, on est dans tout ça. On est aussi, je vous l'ai dit, dans des bétons zéro clinker. On travaille avec notre nouvelle division chimie de la construction pour trouver des nouveaux adjuvants qui seront révolutionnaires pour la chimie de la construction, et notamment autour du béton. On travaille à l'utilisation de l'argile pour tout un tas de systèmes, j'en ai déjà parlé. Et au bout du bout, pourquoi on arrive à faire tout ça ? C'est parce qu'on est tous engagés. Du comité de direction du groupe, comité exécutif, jusqu'à chaque employé sur une ligne de production. Il sait où va le groupe, il sait pourquoi on le fait.
C'est notre raison d'être, c'est notre vision stratégique. On l'a cascadé dans toute l'organisation. On a un comité RSE qui se réunit 4 fois par an pour aligner tout ça. Des comités d'innovation spécifiques, des plans et des budgets, des ressources allouées. Et on en parle à tous les niveaux de l'entreprise. On a même fait la fresque du climat ensemble lors de notre COMEX au mois de juillet en Suisse. Et c'était un très bel exercice d'ailleurs. En ce qui concerne la France en particulier, on a lancé un plan qui s'appelle Agir durablement, qui a vocation à entraîner toutes les équipes avec ce qu'on appelle les grands petits gestes, ou les petits grands gestes, comme vous voulez. Éteindre la lumière, mettre un pull cet hiver, hein, ça paraît complètement débile, ben oui, mais le gouvernement a raison. Baisser à 19 degrés la température de chauffage, c'est 10% de consommation d'énergie en moins pour un pays comme la France. Donc oui, on a notre rôle à jouer. Et chacune des salariés du groupe peut le faire. On a mis un prix du carbone. Quand on me présente un dossier d'investissement, je veux savoir de combien de CO2 on parle en termes d'économie, et je valorise cette économie quand je calcule le payback du projet. Okay, donc on a mis 75 € pour les projets d'investissement et 150 € la tonne pour les projets d'innovation. Et j'ai même mis en place un fonds carbone pour dire, voilà, vous avez des projets qui ne sont pas rentables, s'ils sont emblématiques en termes environnementaux et notamment sur le CO2, je vous le finance, je vous le subventionne. Je vous donne, j'ai mis 5 millions d'euros pour l'instant, par an, pour subventionner ces projets qui sont financièrement pas rentables, mais écologiquement hyper importants. Bon, puis la mobilité durable, la formation, etc. etc., etc. Et tout ce qu'on fait commence à être reconnu par les organismes internationaux. Et ça, c'est très important. Internationaux, pardon. Donc vous avez la notation RSE des agences est de plus en plus importante. Je vous en ai mis quelques-unes. On est plutôt bien noté quand on se compare à nos peers industriels ou globalement, d'une manière plus globale, à toute l'industrie au niveau mondial. Et alors, pour la petite histoire, et ça c'est nouveau, on a lancé la première émission obligataire liée à notre performance ESG, enfin RSE. En gros, si on n'atteint pas nos objectifs, on perd un taux d'intérêt plus important. Voilà, donc c'est un green bond, un sustainability bond, c'est le premier qu'on a émis au mois de juillet, c'est une première en France. Okay, donc on s'est engagé, on est vraiment sérieux là-dedans, c'est ça que ça veut dire. Et c'est mon dernier slide, je m'arrêterai là. Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que la route est compliquée, les leviers sont nombreux, la nécessité d'embarquer toutes les équipes est fondamentale. Il faut mettre de l'argent en investissement et en coût opérationnel. Il faut mettre du jus de tête, de la techno, de la R&D. Il faut travailler sur la disponibilité des énergies. Il faut travailler sur les talents, recruter les meilleurs possibles pour que demain, ils soient capables de faire tout ça. Et enfin, bien être sûr de communiquer proprement pour ne pas être dépositionné, notamment vis-à-vis des marchés financiers. J'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé complet et précis, chiffré.